Bonjour Roland, Laurent, Tonéikès. Carole Olaye, bonjour, bonjour Hugues Zogo, bonjour aux amis téléspectateurs, internautes et auditeurs. Alors bonjour Hugues Zogo. Bonjour Carole, bonjour Roland, bonjour également à nos téléspectateurs qui nous suivent en direct, bonjour aux amis de la Diaspora FM et merci à tous ceux qui sont en ligne présentement. Alors, je vous souhaite une bonne rentrée parce que quand les élèves commencent la rentrée, c'est également les parents d'une manière ou d'une autre qui effectuent également leur rentrée. Merci Carole, je vous en souhaite autant et à vos enfants. Bonne rentrée Roland. Merci Carole, je dis bonne rentrée à tous les enfants, bonne rentrée aux parents qui se sont battus et qui certainement ont eu des nuits sans sommeil ces dernières semaines ou ces derniers jours et pour préparer la rentrée de leurs enfants. Et aussi bonne rentrée à ces personnes qui au quotidien pensent à des enfants peut-être qui n'ont personne, parce que oui, évidemment, quand vous regardez un peu autour de vous, vous allez voir qu'il y a des enfants qui certainement ne sont pas à l'école aujourd'hui. Il faut des bonnes volontés pour penser à ces enfants. Il me plaît, si vous permettez, de quand même remercier toutes ces personnes, et notamment une scène à laquelle j'ai assisté hier, où un jeune, Ali Chérif Charles, qui a offert des fournitures à pratiquement plus de 100 enfants dans la zone de Ouéké-Khonou. Et j'ai vu des initiatives comme ça dans d'autres régions. Un clin d'œil à Christian Dandédian, Deogracia Sabimouka, toutes ces personnes qui pensent à ces enfants démunis. Et c'est un message que je lance aussi à ces personnes qui sont quelque part aujourd'hui. Si vous regardez autour de vous et vous voyez qu'un enfant a besoin de cahier ou d'un livre, faites l'effort de le lui donner parce qu'il en a besoin pour être instruit à l'école. Merci. Premier sujet à débattre ce matin. Dans la deuxième rubrique de Matin d'Éden, il s'agit bien évidemment de la désignation du candidat de la mouvance, Adrien Ongwedji, finalement dans les rangs. C'est une interrogation qu'on retrouve ce matin à la une du quotidien Matin Libre. Roland Tonéikès. J'ai pu lire un article similaire écrit par le quotidien La Boussole également, qui dit que oui, le candidat de la mouvance qui a été choisi est un ami commun à Patrice Talon et Adrien Ongwedji, et que de ce point de vue, Ongwedji n'aura d'autre choix que de supporter ce candidat. C'est une hypothèse, et je crois que quand on vous montrait, Adrien Ongwedji montrait les signaux d'une certaine opposition ou bien d'une certaine rébellion face à la mouvance à laquelle il appartenait, en dénonçant un certain nombre de choses, je disais clairement que oui, il ne faut jamais le suivre point pour point. Il se peut qu'un jour, il change d'avis également, parce que peut-être des intérêts se retrouvent en jeu. Alors, attendons de voir quelle serait la posture de Maître Adrien Ongwedji dans les prochains jours. Est-ce qu'il fera une déclaration pour dire qu'il soutient Romain Wadani? Fera-t-il une lettre comme Léon Basile Rossi, ou bien il attend le choix du candidat des démocrates, lequel candidat ne peut ne pas être de son goût, et ça, en ce moment, il prendra officiellement la parole maintenant pour prendre position. Donc, attendons de voir. Mais toujours est-il qu'il faut quand même, quand on veut analyser le personnage, il faut se référer à ce qu'il a été par le passé. Qu'il vous souvienne qu'un député du PRD avait soufflé ou dit publiquement qu'il allait prendre de l'argent chez un acteur politique. Mais en 2016, cela ne les a pas obligés à aller soutenir cet acteur politique. On les a vus du côté de Lionel Sissou, là où ils ont loué leur logo, le logo du PRD. Donc, il se peut que dans la même dynamique aujourd'hui, compte tenu des intérêts en jeu, compte tenu des propositions faites, compte tenu des promesses faites, que le personnage décide véritablement d'aller vers le candidat de la mouvance. Le souvenir de 96 est là, avec la promesse de poste de Premier ministre qui a fait que Maître Adrien Ongwedji a basculé de l'autre côté. Donc, autant de choses qu'il faut tenir compte en analysant le personnage, et on ne doit pas être surpris de le voir. Pour moi, moi personnellement, je ne serais pas surpris de voir Maître Adrien Ongwedji faire retour kazakh et aller vers le candidat de la mouvance après tout ce qu'il a dénoncé. Parce que, oui, on parle d'un ami, quand on parle d'amis, c'est des intérêts, parce que cet ami peut mieux vous comprendre et peut mieux vous faire des promesses à bien des égards, et donc de ce point de vue, vous pouvez décider d'aller là-bas. Sauf que, c'est ce que je dis par rapport au candidat du Parti démocrate, si le choix est mal fait là, et que celui qui est choisi comme candidat n'est pas un bon petit de Maître Adrien Ongwedji, ou bien Maître Adrien Ongwedji n'a pas d'assurance ou d'espoir à attendre ou espérer quelque chose de ce candidat,
il peut décider de faire son choix. Il est libre de faire son choix. Et je le dis jamais assez. Chacun est libre dans la République de faire son choix. Sauf que parfois, la posture ou les postures des acteurs politiques, ça dérange. Mais bon, libre à eux. Donc oui, dans les rangs ou pas, c'est une interrogation du journal Matin Libre. Mais en lisant l'article de La Boussole ce matin, j'ai pu comprendre que oui, il n'a pas d'autre choix, il sera obligé. Mais je rappelle que, bien que... Et d'ailleurs, j'ai cité seulement ceux acteurs qui finançaient, dont le député a parlé, mais on a pu voir le lien entre le PRD et Sébastien Diavon également. Mais ça n'a pas empêché d'aller vers Lionel Zinsou. Donc, autant d'éléments qu'il faut mettre dans la balance aujourd'hui pour ne pas être surpris. En fait, je crois qu'il faut appeler les Béninois à mieux apprécier les acteurs politiques et à se préparer psychologiquement à accepter certaines choses, certaines réalités qui vont se présenter, plutôt que de rester là pour montrer après qu'on est déçu, pourquoi il peut faire ça, mais comment il a fait ça, Maître Ngoudi avec tout ce qu'il y a. Non, partez de l'histoire du personnage et partez des différents actes posés par le personnage au cours de son parcours politique. Et s'il prend une décision demain, qui rentre en ligne droite avec tout ce qu'il a fait, ça ne devrait pas surprendre. Maintenant, c'est le contraire qui pourrait surprendre s'il tient bon jusqu'à aller aux élections. Et tout, écoutez, je continue de dire, c'est un homme libre, il est libre de faire son choix et de faire ce qu'il veut. Alors, Hugues Hector Zogo, dites-moi, quelle lecture faire de ce silence de Maître Adrien Rongbédi par rapport à la candidature de la mouvance présidentielle? Je crois que sur ce plateau, je vous avais déjà fait signifier ma position depuis plusieurs semaines, en le disant clairement, tel que Maître Adrien Rongbédi se permettait de prendre la parole à tout vent, il était en train de se tuer politiquement. Et j'avais pris date que si jamais ça continuait de cette manière-là et qu'il parvenait même à vouloir tenir tête à la mouvance présidentielle à laquelle il appartient jusqu'à preuve du contraire, il se retrouverait très en difficulté au niveau de ce département qui a été sa chasse gardée pendant plusieurs décennies. Ne l'oublions surtout pas qu'on est quand même à l'ère du système partisan. Beaucoup me diront que c'est un échec. Mais au même moment, ayons le courage d'admettre et de reconnaître qu'avec Patrice Talon, la classe politique béninoise est en train d'être renouvelée. Quand vous regardez la mandature actuelle de l'Assemblée nationale, je ne sais pas si de vous à moi, tout de suite, si on commence par faire l'exercice, vous parviendrez à me citer le nom d'une cinquantaine de personnalités politiques siégeant à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas évident. La mandature d'avant celle-ci, c'est également la même chose. Pour dire quoi? Pour dire qu'avec le président Patrice Talon, on s'est rendu compte que des personnes insoupçonnées, des personnes qui n'avaient absolument pas un parcours politique, en l'occurrence des jeunes, se sont retrouvés à se saisir de l'appareil d'État. Et donc, à partir de ce moment, le grand défi, c'était soit on avance avec les grands électeurs tels qu'on les appelait, d'un côté, et on avance également de manière parallèle avec ces jeunes-là qui viennent fraîchement de se retrouver en politique et qui, naturellement, ne chercheront à faire autre chose que de rester fidèles à la ligne éditoriale mise en place par le président Patrice Talon. À un moment donné, il y a eu les critiques, surtout de l'ancienne classe politique, où on se disait, bon voilà, quoi qu'il advienne, nous, on démontrera que nous existions. Mais très vite, l'histoire nous a permis de comprendre que ces acteurs-là, progressivement, sont en train de quitter la scène politique. Et donc, j'inscris Maître Adrien Rongbédi au rang de ces grands électeurs qui, avant 2016, parvenaient quand même à faire dicter leurs lois à tout le peuple béninois. 3 fois président de l'Assemblée nationale, il est quand même une des personnalités qui nous a démontré la force du pouvoir d'argent en politique. Quand vous parcourez un peu l'histoire politique de Maître Adrien Rongbédi avec le PRD, vous vous rendez compte que depuis l'historique
conférence des forces vives de la nation de février 1990, c'est à travers le pouvoir financier qu'il a toujours mis en place son arsenal politique. Et j'étais un peu surpris de voir un peu tout ce que le secrétaire général du parti, l'ancien PRD, était en train de faire comme déclaration il y a quelques mois en arrière. Aujourd'hui, on peut se permettre, sans fausse modestie, de dire qu'il s'est fait sacrifier. Parce que Maître Adrien Humbegi, en voulant faire le bras de fer avec Patrice Talon, président de la République, s'est rendu compte que s'il continuait de cette manière-là, il va se fragiliser davantage. La forme de chantage politique qui se vivait, cette forme de chantage politique, à un moment donné, a pris du recul. Donc, quand on fait le point, on se rend compte inéluctablement que la force se retrouvait plus du côté de Patrice Talon. Donc, Maître Adrien Humbegi a dû prendre du recul. À la date d'aujourd'hui, son parti, son ancien parti, s'est retrouvé allié donc à une autre formation de la mouvance présidentielle. Je n'ai pas le mot exact, donc je ne voudrais pas prendre le risque de parler de fusion parce que les tests sur les partis politiques sont assez précis, donc je ne voulais pas dire de contre-vérité sur le plateau. Mais ce que je reconnais et ce que nous savons tous désormais, c'est que le parti du renouveau démocratique de Maître Adrien Humbegi n'existait plus. Sur le plan juridique, ça n'existait plus. Il a tenté, bien qu'étant un meilleur avocat, il a tenté avec des éléments administratifs, donc des documents administratifs, il a tenté de lancer la balle au niveau des plateformes numériques, au niveau des médias également. Mais dès que le débat a commencé, très vite, il s'est ravisé. Je trouve donc que c'est un échec pour lui. Ces différentes sorties-là qu'il a eu à faire il y a quelques semaines en arrière pour essayer de mettre une certaine pression sur la mouvance. Et il faut quand même saluer aussi le déplacement du professeur Joseph Diogbenou, parce que, ne l'oublions pas, c'est suite à cette rencontre avec Maître Adrien Humbegi qu'on n'a plus jamais entendu parler Maître Adrien Humbegi. Depuis que le professeur Joseph Diogbenou et les acteurs de la mouvance présidentielle, en l'occurrence ceux du parti, l'UPR, se sont rendus chez lui à son domicile, on ne l'a plus entendu. Il n'a plus pris la parole. Donc pour moi, ça voudrait dire que quelque part, ce qui peut-être lui posait problème, ce qui n'était peut-être pas entendu au moment où il partageait tout ce qu'on peut appeler comme vérité avec le public, tout ça à un moment donné a dû être circonscrit dans un espace donné. Aujourd'hui, que le candidat retenu par la mouvance présidentielle soit son ami personnel ou non, il n'a pas autre choix que de s'allier. Parce que Maître Adrien Humbegi, ce n'est pas l'individu qui vote. Il a une formation politique et au niveau de cette formation politique, cette ancienne formation politique, il y avait des acteurs politiques qui, d'une manière ou d'une autre, voudront aussi que leurs intérêts rentrent en jeu. Il y en a qui se sont retrouvés jusqu'à aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Si lui, en tant que Maître Adrien Humbegi, président d'anciens partis politiques, il prend tout de suite la parole pour dire « Écoutez les gars, repliez, revenez, pour que nous puissions ne pas partir aux élections », les gens vont l'abandonner. Donc il a compris cette réalité-là aujourd'hui et il sait qu'il n'a pas autre chose à faire que de s'assagir. Il n'a pas été la seule personnalité publique ayant pratiquement ce parcours. Prenez Bruno Amoussou. Le combat que Bruno Amoussou a mené en tant qu'acteur politique reste aussi source d'inspiration pour la nouvelle classe politique de notre pays. Et pourtant, vous avez vu le maître Joseph Diogbenou qui quitte la tête de la Cour constitutionnelle et qui subtilement se retrouve à la tête du parti Union progressiste d'alors, alors que ce parti-là était conduit par Bruno Amoussou. Mais depuis lors, vous n'avez jamais entendu Bruno Amoussou parler. Et même quand il s'est retrouvé à l'Institut des artisans de justice et de paix, au moment où le père Éric Aguenounon voulait lancer son ouvrage, un ouvrage critique qui fait ressortir quand même les faiblesses de la démocratie en Afrique,
et qu'il a dû prendre la parole pour le féliciter, la presse a voulu s'auto-saisir de cette déclaration pour démontrer en fait que Bruno Amoussou décriait la gestion du président Patrice Talon. Mais tout de suite, un communiqué est sorti, un communiqué officiel est sorti. Et donc, tous ces médias qui avaient relayé cette information à l'époque étaient obligés de publier encore ce communiqué pour faire comprendre que ce sont eux qui ont maltraité l'information. Donc, pour moi, Maître Adrien Ngbeyi, depuis 1990, n'a gagné le pouvoir politique qu'à partir du pouvoir financier. Et donc, il a voulu faire le même chantage avec Patrice Talon. Cette fois-ci, ça n'a pas marché. Wait and see. Pour vous, Maître Adrien Ngbeyi se serait rangé. Pour Roland Tonneikes, c'est un silence qu'on pourrait qualifier de stratégique. Écoutez, mais le journal l'un dans l'autre, suivez ma question, l'un dans l'autre, est-ce que vous pensez que le soutien ou l'absence de soutien de cet homme, de ce baobab en politique ne pourrait pas impacter la dynamique de campagne de Romuald Wardani? Écoutez, je crois que le journal Matin Libre a posé une question. Et le journal La Boussole que j'ai cité est parti d'un constat que Romuald Wardani serait un ami commun à Patrice Talon et Maître Adrien Ngbeyi. Mais n'ont pas encore affirmé que Maître Adrien Ngbeyi a apporté son soutien ou bien est obligé ou bien a décidé de soutenir Romuald Wardani. Pour le moment, c'est des suppositions. Compte tenu d'un certain nombre de choses, il se peut que. Mais j'ai rappelé que Maître Adrien Ngbeyi avait été financé par un acteur politique. Mais cet acteur politique, candidat en 2016, ami de Maître Adrien Ngbeyi, Maître Adrien Ngbeyi s'est retrouvé du côté de Lionel Zinsou. J'ai aussi rappelé que Maître Adrien Ngbeyi était bien ami à Sébastien Adjavon, qui a mis les moyens également, et pourtant. Donc ce n'est pas parce que Romuald Wardani est son ami et qu'un journal en parle que forcément on le verra de ce côté. Je crois qu'il faut attendre, et j'ai rappelé aussi quand même qu'il faut attendre de voir le candidat, parce que tout partira du choix du candidat des démocrates. C'est pour ça que je traitais votre analyse, votre première analyse de stratégie. Stratégique, pour moi, son silence aujourd'hui est bien stratégique, parce que Maître Adrien Ngbeyi, quand vous regardez son parcours, c'est question d'intérêt en jeu. Romuald Wardani est son ami, d'accord. Mais vous allez voir que... On suppose. Bon, oui, on suppose. Mais vous allez voir qu'à la fin du régime de Patrice Talon, il a dénoncé un certain nombre de choses. Mais il se fait que Romuald Wardani est le poulain de Patrice Talon. Donc, ne pourra pas gérer sans l'apport ou bien le soutien ou l'assistance de Patrice Talon. Et la guéguerre existant, et ça, les gens ne seront pas peut-être d'accord, mais c'est malheureusement ça, existant depuis des années, entre Maître Adrien Ngbeyi et Bruno Amoussou, il faut tenir compte de ça dans cette affaire également. Parce qu'il se fait que Romuald Wardani se retrouvera être le poulain de Bruno Amoussou. Est-ce que Maître Adrien Ngbeyi, au-delà de l'amitié qui les lie, va mettre de côté la guéguerre de leadership entre lui et Bruno Amoussou pour aller soutenir un poulain de Bruno Amoussou? Autant de questions qu'il faut se poser. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut quand même observer Maître Adrien Ngbeyi pour voir. Et dans la dynamique où Joseph Diakono allait le voir, on ne va pas dire ce qui s'est passé sur ce plateau, mais c'est dans la dynamique de l'amener à ne plus faire de sortie et en même temps à lui faire des promesses pour dire, bon, écoutez, continue d'avancer, nous promettons que ça va changer, autant de choses. Mais aujourd'hui, je continue de dire, on ne peut pas affirmer tout de go qu'il est obligé d'aller vers Romuald Wardani. Parce qu'il y a des facteurs qui vont rentrer en jeu, et compte tenu de ces facteurs, on n'est pas sûr à 100% qu'il aille de l'autre côté. Son silence est assez stratégique pour ma part, pour moi, je pense que c'est assez stratégique. Il attend véritablement de voir ce qui va se passer de l'autre côté, la fumée blanche peut-être de l'autre côté, qui pourrait le rassurer. Et puisque ce n'est pas parce qu'on est amis que forcément on va se soutenir. Parce qu'à un moment donné, si vous êtes mon ami et que je vois que aussi l'autre est ami, puisque avant même que Romuald Wardani, le jeune devienne ami, il y a quand même les Henri Rondeté qui étaient ses amis, avec qui il a partagé plusieurs années au Parlement. Il y a d'autres acteurs dans l'opposition avec qui il a partagé beaucoup de choses par le passé. Quand on met toutes les amitiés dans la balance, il y en a qui valent mieux que d'autres. Et de ce point de vue, il ne faut pas quand même. Maintenant, moi je crois que quand vous regardez le parcours de Maître Adrien Ngbeyi, j'ai rappelé aussi, c'est un homme imprévisible.
vous le voyez prendre des postures, des postures, des postures, des postures, et à un moment donné, vous le voyez, il vous surprend tous. Il vous surprend, il peut être en train de rassurer l'opposition et surprendre l'opposition. Il peut être en train, en même temps, même d'ailleurs, silencieusement, là où il est là, en train de rassurer la mouvance dans son palais à Djinan. Et puis, un jour, la mouvance dit oui, parce que, d'ailleurs, même tout ce que vous voyez là, quand le journal La Boussole écrit, vous savez, nous sommes en communication politique. Tous les moyens sont bons pour forcer la main à un acteur politique. Est-ce que l'article là, qui a été écrit, est un article écrit indépendamment? C'est une analyse? Est-ce une analyse? Est-ce que c'est pas une manière de dire, écoutez, mais on lui rappelle que c'est ton ami, hein, si tu ne le soutiens pas, mais c'est quand même mauvais. Donc, du coup, on le met dans un dilemme et il aura de difficultés à réfléchir. J'ai rappelé que oui, moi, en tout cas, moi, personnellement, je ne suis pas surpris, mais pour le moment, puisqu'il n'a pas encore fait de déclaration officielle, puisqu'on n'a pas d'éléments pour prouver ou pour qu'il est déjà dans la mouvance, je pense qu'il faut attendre et continuer à l'observer. Hugues-Hector Zogo, la même question pour vous. Oui, c'est vrai, vous pensez qu'il s'est rangé, mais est-ce que vous pensez que même si le PRD n'existe plus officiellement aujourd'hui, Maître Adrien Humbédi n'a plus son mot à dire dans la dynamique de campagne de la mouvance présidentielle? Attention, je ne dirais pas qu'il n'a pas son mot à dire dans la dynamique de campagne. Mais justement, est-ce qu'il pourra impacter? Ah mais naturellement, il pourra impacter parce que avec lui, c'est plusieurs acteurs. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est plusieurs députés à l'Assemblée nationale. C'est plusieurs maires à la tête de nos communes. Et donc, quand on va pour le pouvoir d'État, l'objectif, c'est de soit conquérir le pouvoir, soit de le conserver. On peut se permettre de dire aujourd'hui que Maître Adrien Humbédi, au regard des résultats que nous avons sur le plan politique, est en train de vouloir conserver le pouvoir parce qu'il est un allié politique de Patrice Talon. Est-ce qu'un allié politique qui détient déjà le pouvoir à la veille où il faut travailler à conquérir le pouvoir va prendre la décision de quitter la barque? Je ne pense pas. Il y a quelques semaines, nous étions sur ce plateau pour décrier l'attitude d'un secteur acteur de la mouvance, de l'opposition, qui subtilement veut se retrouver dans la mouvance. Si Maître Adrien Humbédi se lève aujourd'hui et va vers l'opposition, ça va être de la même manière qu'on va le décrier. Finalement, quelle est l'idéologie qu'il défend? Quelle est la cause? Ce ne serait pas une première fois. Ce ne serait pas une première fois, mais il faut qu'un jour nous puissions en finir. Ce n'est pas parce que les gens se retrouvent dans la posture d'acteurs politiques qu'il faut tout leur permettre. Vous êtes un acteur politique. La politique, c'est l'art de gérer la cité. Quand vous voulez faire de la gestion, il faut forcément ce qu'on appelle l'éthique et la morale. Vous ne pouvez pas gérer une nation ou vous ne pouvez pas aspirer à la gestion d'une nation quand vous vous retrouvez à développer des comportements qui n'ont absolument rien à voir avec la morale. Et donc pour moi, aujourd'hui, ce qui met pression sur Maître Adrien Humbédi, c'est deux éléments. Le premier facteur, c'est le fait qu'il ait perdu sur le plan juridique sa formation politique. Parce que s'il était encore libre d'utiliser le logo du PRD d'alors, je vous assure, il serait, je vais dire, un faiseur du roi. Mais il a perdu. Même s'il se lève aujourd'hui et il prend la parole pour dire « Nous n'allons pas voter pour Romuald Wadaï, on va voter pour tel candidat », mais il va le faire avec... C'est-à-dire, il va pour les enchères à partir de quoi? Qu'est-ce qu'il veut vendre aux autres acteurs de l'opposition? Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il y a ces acteurs politiques-là. Je prends Charlemagne Ronfort, par exemple, qui se retrouve être ancien allié PRD, député à l'Assemblée nationale. Vous avez le sentiment que Charlemagne Ronfort va aujourd'hui dire « Oui, j'accompagne le maître Adrien Humbédi simplement parce qu'il a dit quitter la mouvance présidentielle puisque lui, ses intérêts ne sont pas en jeu et ne pas vouloir se retrouver à l'Assemblée nationale. » Mais non, les acteurs politiques sont tous dans des jeux de chaises. Tous ceux qui sont députés à l'Assemblée nationale, à partir de la formation PRD d'alors, vont vouloir encore siéger. Et ils ne peuvent pas siéger s'ils ne se retrouvent
pas dans les rangs comme on est en train de le dire. C'est la nouvelle expression qui est en train d'être connue dans notre pays. Donc, si ceux-là aujourd'hui analysent correctement, ils vont se dire quel intérêt nous avons à quitter une liste ou à quitter une formation où notre positionnement est rassuré pour aller nous retrouver avec l'opposition où nous n'avions aucune garantie. Parce que si Maître Adrien Humbegi était en pourparlers avec l'opposition pour abandonner la mouvance présidentielle à laquelle il a apporté son soutien, mais ce n'est pas Maître Adrien Humbegi qui nous a dit que Patrice Talon a retrouvé un pays... vous voulez que je rappelle les expressions? Le pays a été géré par qui? Par Boni Yayi. Il va encore se lever aujourd'hui pour retourner vers ceux qui ont mis le pays à genoux dont il a parlé? Mais non. C'est là où la déclaration des acteurs politiques doit à un moment rester des sorties stratégiques. Et on ne peut pas l'oublier. Celui qui a mieux décrié le mot de gouvernance de Boni Yayi, avec des mots assez forts, devant le président de la République du Bénin, c'est Maître Adrien Humbegi. Je vais chercher tout à l'heure sur le net et je vous dirai les adjectifs qu'il a utilisés. Je vais les rappeler, ces adjectifs-là. Donc ce n'est pas évident que quelqu'un qui ait pu gérer le pays tel que vous l'aviez dit il y a juste quelques années en arrière, vous puissiez encore, pour des intérêts politiques, en l'occurrence le pouvoir pécuniaire, vous retrouver encore avec cette même personne. Quel est le poids réel de Maître Adrien Humbegi et de ses cadres dans la stratégie électorale de la mouvance présidentielle aujourd'hui? Aujourd'hui, l'Union progressiste Le Renouveau va travailler à obtenir plus de députés, plus de conseillers communaux au niveau de Porte-Novo, par exemple. Ça, c'est un défi pour l'Union progressiste Le Renouveau. Et quand vous regardez un peu tout ce que l'actuel maire est en train de faire au niveau de cette commune-là, vous vous rendez compte que c'est le challenge. Quand vous regardez un peu les différentes sorties que le professeur Joseph Diogbenou a pu faire, vous vous rendez convenablement compte que c'est le challenge. Il y a quelques années en arrière, ne l'oublions pas, c'est en fait l'histoire de notre pays. Le PRD tout-puissant de Maître Adrien Humbegi s'est retrouvé 3 fois à la tête de l'Assemblée nationale. Mais ça ne leur a pas permis, cette position politique ne leur a pas permis de transformer notre capitale. À un moment donné, quand on parle de la capitale du Bénin, beaucoup se trompent et citent Cotonou. Parce que quand vous mettez pied à Porte-Novo, vous vous dites, mais est-ce réellement une capitale? Mais avec Patrice Talon, ça a été transformé. Et la formation politique qui est en train de gérer la mairie de Porte-Novo aujourd'hui, c'est l'Union progressiste Le Renouveau, ou du moins l'Union progressiste d'alors. Donc pour moi, en fait, c'est des éléments précis. Maître Adrien Humbegi, quoi qu'on dise, c'est un baron de la classe politique. Ne nous leurrons pas, c'est un baron de la classe politique. Mais avec la politique mise en place par Patrice Talon, le chantage politique par le pouvoir financier n'existe plus. Écoutez, on a remis le pouvoir d'État à un acteur qui est la première puissance économique du pays. Donnez-moi un seul exemple de pouvoir financier aujourd'hui susceptible de faire face à Patrice Talon, à la date d'aujourd'hui. Si vous en connaissez, donnez-moi l'exemple. Et on fera maintenant l'équivalence en termes politiques. Donc, si Patrice Talon est en train de renouveler la classe politique aujourd'hui, c'est bien à des égards. C'est pour que nous puissions changer de paradigme. Lui-même, il a dit, parce que tout à l'heure, j'ai pu entendre Roland revenir sur la déclaration de l'honorable Awanvo Ebla, qui a fait savoir que oui, de par le passé, le PRD prenait de l'argent. Oui, c'est vrai. Patrice Talon n'a jamais nié le fait, par exemple, que de par le passé, la manière dont la politique se faisait chez nous, c'était sur le pouvoir financier. Il ne l'a jamais nié. Mais il a dit, il faut que nous puissions changer de paradigme. Est-ce que le changement de paradigme, depuis qu'il s'est retrouvé à la tête de notre pays,
a permis d'avoir une avancée significative. Oui, ne serait-ce que sur le plan de réalisation d'infrastructures, quand vous prenez aujourd'hui les hôpitaux, les plateaux techniques, le débat ne se fait plus. Quand vous prenez le système éducatif, puisque nous sommes au jour de la rentrée, bien évidemment, c'est vrai que sur tout le territoire national, on n'est pas encore parvenu à avoir des classes construites avec des matériaux définitifs, mais des efforts ont été faits. Sur le plan, par exemple, de réalisation d'infrastructures routières, le débat ne se fait pas. Vous connaissez le statut du Bénin en termes de réalisation d'infrastructures. Quand on prend les questions de libertés individuelles, on peut se permettre de dire, voilà le pan, voilà là où Patrice Talon n'a pas pu réussir. Mais c'est un humain après tout. Roland Tonneikes. Je crois que véritablement, il faut restituer un certain nombre de choses. Première chose, Maître Dembedji a été détracteur de Patrice Talon, candidat en 2016. Et quand il est venu dans la mouvance, je crois que ça n'a pas dérangé les éléments de la mouvance. Ça n'a pas dérangé les gens. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il a tendance à quitter la mouvance, ça dérange? Ça veut dire que le monsieur pèse quelque chose, on a peur. Je laisse ça de côté. Je veux bien croire que l'argent ne circule plus en politique aujourd'hui. Je veux bien croire. Parce que oui, on a tendance à dire qu'hier l'argent circulait. Je veux bien croire qu'aujourd'hui l'argent ne circule plus en politique pour dissuader certains acteurs politiques. Sur la question de la ville de Porte-Novo, je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité. Charlemagne Niankoti, maire de Porte-Novo, membre de l'UP, l'Union progressiste, aujourd'hui UP Le Renouveau, sait très bien qu'il ne pourrait rien faire à Porte-Novo avec les moyens dont il dispose à la mairie de Porte-Novo. Et qu'il ne nous échappe pas de constater que les grands travaux opérés dans les grandes communes du Bénin ont été l'initiative du pouvoir en place. Asphaltage à Cotonou, c'est là. Attendez, mais c'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas le fait qu'on situe, pas le patron pour dire que Maître Dembedji n'a rien fait, c'était une volonté, ça devrait être une volonté gouvernementale. Non, c'est une volonté politique. Attendez, laissez-moi finir. Pourquoi il parle de gouvernemental au lieu de volonté? Il veut juste dire que la mairie n'a pas les moyens. Laissez-moi finir. Je vous ai laissé finir. Vous me permettez de développer mon argumentaire et après vous revenez. Je voudrais vous laisser finir, mais je voudrais que vous puissiez... Non, laissez-moi. Je dis, vous me laissez finir, vous pouvez venir après développer mon argumentaire. Maître Dembedji a été maire de Porte-Novo, je suis d'accord. Autant qu'on a vu les Soglo à Cotonou, autant qu'on a vu Georges Bada, comment vous appelez, Patrice Ouzouguedé, et Liami Khoni Dravo à Boumé-Kalavi. Mais qu'il ne vous échappe pas qu'aujourd'hui, si on parle d'asphaltage, c'est le gouvernement. Parce que ça dépasse les moyens qu'il faut pour faire ça, dépasse les compétences de nos communes. Tout ce qui est fait à Porte-Novo aujourd'hui, là, prenez les grands travaux de la commune de Porte-Novo aujourd'hui. Est-ce que c'est l'initiative de Charlemagne Niankoti? Non. Ça veut dire quoi? Si Patrice Talon et son gouvernement ne faisaient rien là-bas, Porte-Novo serait en l'état comme elle était. La ville de Porte-Novo serait comme elle était. Donc, je ne pense pas, et n'oubliez pas, que Maître Dembedji était un opposant à pratiquement tous les régimes. Et nous savons très bien que par le passé, cette affaire d'opposition dans certaines communes n'arrangeait pas les communes. Parce que le pouvoir central ne voulait pas aller agir là, parce qu'on se dit, bon, écoutez, ces gens-là n'ont pas voté pour moi, ils ne me soutiennent pas. Si je vais investir là-bas, là, en réalité, qu'est-ce que... Mais si aujourd'hui, le chef de l'État a une bonne vision de développement, fait de l'asphaltage, fait un certain nombre de choses dans les communes, c'est à saluer. Mais n'oubliez, ne perdons pas de vue que en 2020, quoi qu'on dise, c'est le PSD qui avait la majorité à Porte-Novo. Mais le fait qu'on mette un élément de l'UP qui a perdu lamentablement à Porte-Novo, là, ne pas lui donner les moyens pour de réussir, qu'est-ce qu'on viendra dire aux populations alors qu'on veut les suffrages? Donc cela participe d'une politique, d'une dynamique de conquérir Porte-Novo des mains du PSD, de Adrien Dembedji et consorts. Donc on ne va pas utiliser ça pour tout le temps, comment vous appelez, attaquer Maître Dembedji pour dire lui, il n'a rien fait. Qu'on le veuille ou non, il a été au-delà de tout aussi un homme. Si on peut tout reprocher à Maître Dembedji aujourd'hui. Moi, je pense qu'il a été un homme pacifiste. Parce que les différentes élections qu'il a perdues, avec les conditions dans lesquelles il a perdu ces élections,
il était quand même au-delà de ce que, oui, on lui reproche un pouvoir financier qu'il a mis dans la politique béninoise. Il avait la possibilité d'essayer certaines choses. Mais, après tout, on lui reconnaît au moins cet homme qu'il est. Bon, il a traité le Bénin de son piédestal. Il l'a dit, je suis d'accord. Mais quand il le dit, vous savez que tous les acteurs politiques ont régulièrement des discours. Quand ça les arrange. Parce qu'on veut les manger. Parce que oui, président de l'Assemblée nationale, il sait que le chef de l'État aura besoin de lui. Et donc, dans cette dynamique, il faut quand même faire le jeu pour dire que oui, ce qu'on avait géré, on va gérer. Parce que quand vous combattez quelqu'un, et c'est ça qu'il faut comprendre. Revenons au débat. Attendez, il a combattu Patrice Talon, président. Revenons au débat. Que vaut concrètement le poids de Rumbedji et de ses alliés dans la stratégie? Rumbedji et ses alliés continuent de valoir quelque chose dans Porte-Nouveau et environ. Il ne faut pas se leurrer. Et je crois que même les acteurs politiques de la mouvance en sont bien conscients. C'est pourquoi moi je disais à l'époque, au lieu de continuer à communiquer pour s'attaquer à lui, avec tout ce qui se passait, il fallait trouver le mécanisme pour aller parler avec lui. Et je crois que Maître Joseph Diobrino, le professeur Joseph Diobrino, n'a pas manqué à cette initiative. Il est allé le voir. Et Hugues Zogo fait bien de rappeler que depuis qu'il est allé le voir, on ne le voit plus prendre la parole. Une dernière question sur le sujet. Comment ce silence... Vous ne permettez pas de répondre. Je vais revenir à vous. Comment ce silence pourrait-il être utilisé par l'opposition? Non, l'opposition ne peut pas utiliser ce silence. L'opposition va espérer. Ce n'est pas gagné d'avance. Je l'ai rappelé, ce n'est pas gagné d'avance. Il n'y a pas à utiliser un silence de Maître Adrien Rumbedji. Il faut mieux réfléchir à trouver le choix pour le convaincre. C'est-à-dire qu'il faut mieux réfléchir à faire un choix qui puisse convaincre Maître Adrien Rumbedji. Ce n'est pas un silence à utiliser pour dire bon, parce qu'il ne parle pas avec nous. Non, hein, je vous ai rappelé ici sur le plateau maintenant, ce matin encore, que l'homme est imprévisible. Ce monsieur, à Maître Adrien Rumbedji, que je respecte, notre papa, il est imprévisible. Donc c'est parce qu'il ne parle pas que d'office, il est avec vous. Il faudrait que les tractations se poursuivent. Mais les tractations vont se poursuivre. Je dis, il faut trouver le candidat qui va le convaincre et avec lequel il peut aller négocier pour ses poulets. Il a parlé de Charlemagne-Ronfort. Depuis qu'il n'est plus maire de la ville de comment vous appelez, de Saint-Kodji. Vous avez vu la suite. Et il a un élément au gouvernement. Donc, cet élément au gouvernement-là, à un moment donné, il faut quand même le rassurer pour dire, écoute, Ragbé, on change, on serait en et puis après, pour lui dire, écoute, rassure-toi, si nous gagnons avec les autres là, tu peux redevenir ministre. Donc tout ça, c'est à mettre dans la balance. Et Ragbé ne s'amuse pas avec ses intérêts. La même question pour vous, pour finir avec le sujet, Hugues Zogo. Je vais citer exactement Maître Adrien Rumbedji. L'État que vous avez hérité était un État saccagé, fragilisé, fragmenté, banalisé, descendu de son piédestal. Ça, c'est Maître Adrien Rumbedji qui tenait ce discours-là devant le président de la République, Patrice Talon, et il parlait donc de Boni Yayi et de tous ceux qui avaient travaillé avec lui à l'époque. Donc, pour moi, aujourd'hui, il ne peut pas tenir ce discours-là de Boni Yayi et retourner encore vers Boni Yayi pour dire, viens, nous allons conquérir le pouvoir d'État. Quoique, là, il appartient à la mouvance présidentielle. Maître Adrien Rumbedji, avec tout ce qu'il a pu faire comme sortie, comme tapage médiatique, n'a pas eu le courage de dire « je sors de la mouvance présidentielle ». Il est un citoyen libre. Vous pensiez que si ce n'était pas Patrice Talon, président de la République, que nous connaissons là, Maître Adrien Rumbedji serait tu, aurait gardé cette posture-là. Peut-être qu'il a été satisfait également. Satisfait de quoi? Il a été satisfait de quoi? Vous êtes un allié politique. C'est un allié politique. Vous êtes un allié politique. Vous n'êtes peut-être plus d'accord avec les clauses de départ. Vous avez commencé par utiliser les médias pour le faire comprendre, puisque c'était la stratégie qui marchait. Mais Patrice Talon dit, mettons fin à cette stratégie parce qu'avec moi, ça ne marche pas. Il a forcé, il a fait du forcing, ne nous leurrons pas.
Et je l'ai dit sur ce plateau, s'il continuait de le faire de cette manière-là, c'était sa mort politique. Il a enfin compris la leçon. Là où on est aujourd'hui, qu'est-ce que le PRD d'alors, donc à travers les cadres du parti, et Maître Adrien Humbegi valent? Ce qu'ils valent, c'est de pouvoir se retrouver dans les rangs inéluctablement jusqu'aux prochaines élections présidentielles. Parce que le contraire leur aurait fait perdre plusieurs mairies, le contraire leur aurait fait perdre plusieurs, plusieurs postes de députés à l'Assemblée nationale. Maître Adrien Humbegi, là où il est aujourd'hui, est-ce qu'il peut partir aux élections avec un parti politique en dehors de l'UPR? Il ne peut pas. Là où on est aujourd'hui, est-ce qu'il peut créer une formation politique pour dire je vais aux élections? Mais regardez, le PRD, c'est quand même une identité. Et l'identité du PRD a été construite depuis 1990. Donc ce n'est pas du jour au lendemain qu'on vient mettre dans la conscience du peuple que, bon voilà, il faut voter pour tel... non. Poser sa vision. Ce n'est pas possible. Nous allons passer à un second sujet. Le temps est parti. Si vous permettez, il faut quand même faire une précision. Maître Adrien Humbegi a décrié la gouvernance de Boni Yayi. Mais Boni Yayi ne sera pas candidat en 2026. Mais Boni Yayi est à la tête du parti, les démocrates, nous avons deux acteurs politiques en jeu. Boni Yayi qui va faire un choix et Patrice Talon qui a fait son choix. Et entre les deux, il faut trouver, puisque Maître Adrien Humbegi rêve de reconquérir son parti, ou bien de retrouver son parti PRD avec l'arc-en-ciel. Alors, avec la continuité, est-ce que ce sera facile pour lui? C'est pas possible. Est-ce que ce sera facile pour lui? C'est pas possible. Je ne dis pas que c'est pas possible. Allez-y. Eh bien, avec l'opposition, est-ce qu'il peut espérer? Donc, je continue de dire, ce sont ses intérêts qui vont le guider. Il n'y a pas de... On a peur de Patrice Talon. Patrice Talon a fini son mandat. C'est vrai qu'il est, à proprement parler, un acteur politique redoutable, mais il est en train de finir. Il est moins redoutable qu'il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Alors, un autre sujet sur ce plateau, mais nous restons toujours dans le domaine de la politique. Après le retrait des fiches de parrainage, place aux formalités du quitus fiscal. Hugues-Hector Zogo. Je commence par féliciter la Direction générale des impôts qui a pu comprendre qu'effectivement, il faut assez vite mettre en place cette plateforme qui permettra aux différents acteurs partant aux prochaines élections d'obtenir leur quitus fiscal et de pouvoir valablement permettre à leurs partis politiques de les inscrire sur les fiches et les positionner. Il y a quelques semaines en arrière, nous étions là à décrier cette lenteur administrative parce qu'on s'est dit, si ça ne commence pas assez tôt, ça risque... Lundi dernier. Voilà, lundi dernier surtout, ça risque de pénaliser nos compatriotes parce que si les gens doivent se rendre aux élections et l'outil qui doit pouvoir leur permettre de se positionner au niveau de leur formation politique, ils n'ont pas cet outil administratif en main, ça pose un problème et c'est comme si on leur interdisait de bénéficier de leurs droits. Maintenant que la plateforme a été ouverte, je dis bravo à l'administration qui a pu mettre en place l'outil qu'il faut. Et on va espérer que les différents acteurs qui vont faire la demande puissent être satisfaits. De toutes les façons, tel que le système est conçu, il suffit seulement que vous puissiez renseigner. Vous avez, à travers un mail, ce que vous deviez payer à l'administration fiscale. Dès que vous le faites, le problème ne se pose plus. Vous obtenez directement votre quitus fiscal. Donc pour moi, il n'y a pas trop de crainte. Il n'y a pas trop de crainte. J'ai pu lire certaines appréhensions sur la toile au cours de ce week-end. Je ne vais pas en parler. J'attends sans doute que vous puissiez relancer le débat sur ça. Roland, c'est une bonne chose que de savoir que la plateforme est enfin ouverte pour permettre aux différents candidats d'aller chercher le quitus fiscal. C'est un élément important, une pièce importante dans la constitution des dossiers pour les différentes élections communales, législatives et présidentielles.
on ne va pas féliciter les cas de la DGI pour ça. Ils sont payés pour ça. Hein? Ils sont payés pour ça. Ils sont très bien payés d'ailleurs pour ça. Donc, ils ont fait que ce qu'ils doivent faire pour rassurer les Béninoises et les Béninois. On a besoin de ça. Quand ils font bien, l'histoire retiendra leur nom. S'ils font mal, demain, l'histoire retiendra encore leur nom. Donc, je crois que pour des gens qui sont assez sérieux, conscients et sincères, ils doivent pouvoir savoir que quand je fais bien, l'histoire retient mon nom. Et demain, si Igete Zogo reçoit son quitus à temps, si demain il retrouve un Yanoussi quelque part qui dit je suis enfant de Yanoussi Nicolas, qui ne disent pas Yanoussi Nicolas m'a fait mal quand il était DGI parce qu'il ne m'a pas vu donner le quitus fiscal, mais qui se rappelle de ce que Yanoussi Nicolas, DGI a fait bien son travail. Et pour dire, mais ton papa était un bon cadre au Bénin, et par conséquent, de quoi as-tu besoin, et facilement va le satisfaire. Donc je crois que dans l'ordre des choses, quand vous faites bien les choses, vous ne les faites pas pour les autres. Même si vous recevez parfois des instructions. Mais réfléchissez, parce que quand on vous envoie, sachez vous envoyer. Donc moi, je ne vais pas les féliciter, je vais dire au DGI, Nicolas Yanoussi, que je respecte très bien quelqu'un qui est un bon cadre. Monsieur le DGI, faites bien votre travail. Demain, on vous reconnaîtra ça. Et demain, quand je verrai un de vos enfants quelque part, c'est pas parce que vous avez le moyen, peut-être que vos enfants sont peut-être dans les grandes écoles, peut-être mieux que moi, que peut-être que demain, ils n'auront pas besoin de moi. Mais quand je vais les revoir demain, que je me rappelle de ce que Nicolas Yanoussi a été un bon cadre et que je rende service facilement à son enfant. Plutôt que de dire, mais ton père, voilà ce qu'il a été fait, qu'il a fait. C'est pareil pour les ministres, c'est pareil même pour le président de la République, c'est pareil pour les députés. Donc, ils ont fait leur travail. Quand ils continuent de faire bien le travail, que cette affaire ne soit pas un élément de blocage pour des citoyens qui ont envie d'aller servir leur État. Président de la République ou directeur ou député ou maire, que ce ne soit pas un élément de blocage pour ces personnalités. En même temps, je dis à tous les acteurs, oui, vous voulez gérer nos sous, mais vous-même, vous n'êtes pas à jour. Écoutez, il n'y a pas de complaisance, il n'y aura pas de complaisance, il n'y aura pas de... comment vous appelez, d'amitié dans ce débat. Acteur politique, vous voulez être maire, vous voulez être député, vous voulez être candidat à l'élection présidentielle, faites tout pour être à jour. Si vous n'êtes pas à jour, nous allons vous dénoncer, vous combattre, que vous soyez de l'opposition de la mouvance. Parce que vous ne pouvez pas vouloir gérer des milliards à la tête de nos communes ou aller voter des lois pour nous au Parlement alors que vous-même, vous n'êtes pas à jour. Ou bien vous voulez diriger le Bénin, mais vous n'êtes pas à jour. Vous avez créé des sociétés grandes, vous prenez des marchés. Et quand on finit par faire le lien pour vous faire un redressement fiscal, vous commencez par crier non. Je crois que si quelqu'un veut aspirer à diriger le Bénin demain, qu'il fasse l'effort d'être à jour. S'il n'est pas à jour, on va dénoncer. Et en son temps, que personne ne vienne planifier. Maintenant, que les cadres n'utilisent pas ça comme un élément de chantage pour les acteurs politiques ou un élément de blocage. Faisons les choses bien et que l'histoire retienne notre nom. Le recours à une plateforme numérique aujourd'hui, numérique aujourd'hui garantit-il aujourd'hui l'impartialité du processus électoral? Il faut dire que l'administration béninoise se numérise de plus en plus. L'avantage, ça évite les pots de vin, ça évite la corruption. Vous êtes un citoyen. Ça nous permet... des hommes qui sont sur la machine là-bas. Je reviens. Les hommes qui sont sur la machine là-bas. Ça évite la corruption, ça évite les pots de vin. Ça nous permet de gagner du temps. Vous êtes un citoyen à Latitengu, à Bukumbe. Vous avez besoin de votre quitus fiscal. Vous n'avez pas besoin de vous rendre à Cotonou avant de l'obtenir. C'est juste en un laps de temps. Quelques minutes suffisent pour que vous puissiez régler ce problème et vaquer à vos occupations. La question, sur le point, il faut féliciter l'administration. La question de l'impartialité. Je me pose la question de savoir, quand on évoque parfois ces éléments, qu'est-ce que nous voulons finalement? Il y a d'autres administrations qui ont fait l'expérience. Nous demeurons à la date d'aujourd'hui un État sous-développé. Et nous travaillons au fur et à mesure à moderniser les choses, à pouvoir nous retrouver à un seuil de vie élevé. Mais dès qu'on met en place un outil pour régler un problème du passé, nous sommes encore là à crier au scandale. C'est heureux. Laurent l'a dit tout à l'heure, vous ne pouvez pas vouloir gérer une nation. Vous ne pouvez pas vouloir voter des lois
au nom de toute une nation sans que vous-même, vous ne soyez en mesure de dire « je suis un bon citoyen, je paie mes impôts ». Et donc, la question de l'impartialité, c'est vrai que c'est des acteurs qui sont derrière, mais en quoi ça poserait problème? Dès que vous remplissez la plateforme, vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations renseignées dans votre boîte électronique. Mais prenez ces documents-là et saisissez le juge au moment où vous vous rendrez compte qu'à un moment donné, on vous a lésé dans le traitement de l'information. Prenez la parole, osez libérer la parole. Parce que l'autre chose qui se fait souvent et que je n'apprécie pas, c'est le jeu des couloirs. On se permet d'appeler un ou deux journalistes. On leur dit, vous savez, moi j'ai renseigné la plateforme, voici ce qui s'est passé. Oui, le journaliste est là pour informer. Mais si vous êtes aussi un citoyen responsable, prenez de la voix, dites clairement ce que vous aviez senti comme injustice. Et si vous ne le faites pas, et vous voulez que ce soit le pauvre journaliste, je le mets sous l'angle de pauvre journaliste. Bon, les journalistes ont été pauvres depuis 2016. Je ne voudrais pas situer par rapport à la période. Non, parce que vous faites pas mal de dire. Allez-y, le temps. En fait, je ne voudrais pas situer par rapport à la période, mais je trouve que nos acteurs politiques, malheureusement, exploitent les journalistes pendant cette période. Ils exploitent ceux-là qui ont une âme faible. Parce qu'ils se disent... Vrai. Ils vont exploiter ceux qui sont exploitables. Oui, ils exploitent ceux qui ont une âme faible. Il suffit seulement qu'un acteur politique appelle un ou deux journalistes là et disent « Moi, j'ai renseigné, mais je n'ai pas encore obtenu mon quitus fiscal. » Ok, vous n'avez pas obtenu votre quitus fiscal. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Donc, la question de pour quelle raison, cette question-là n'est pas posée parce que dès que le journaliste est arrivé, il lui a tendu une enveloppe peut-être de 100 000 francs. C'est des choses qui se vivent dans notre pays. Et donc, si nous voulons effectivement permettre à notre État de grandir, je crois qu'il y a un grand travail qui doit se faire au niveau de notre corporation aussi. Les journalistes que nous sommes pendant cette période-ci, nous devons pouvoir comprendre que l'information doit être servie de manière impartiale. Donc, pour moi, il peut arriver que l'outil bug. Il peut arriver. Il peut arriver que l'outil bug. Il peut arriver qu'il y ait des dysfonctionnements au niveau de l'outil qui a été mis en place parce que c'est de l'informatique. Mais attention, dès que ça arrive, il faut que la Direction générale des impôts puisse avoir le courage de communiquer officiellement pour dire nous avions constaté telle chose, par conséquent, voici la solution palliative. Si ce n'est pas fait de cette manière-là et on doit garder l'information de manière opaque, on n'aura pas permis à notre pays de se développer. Parce que l'objectif de tout ceci, c'est que nous puissions avoir des élections libres, et crédibles, transparentes, et que le Bénin continue... Il faut préciser et ouverte. Des élections libres, crédibles, transparentes, inclusives, responsables, voilà. Et que nous puissions... Il a dit autrement. Et que nous puissions... Il a dit au lendemain, avoir un état de paix. Ce n'est que ce que nous souhaitons pour notre pays. Pour finir. Je crois que sur la question de quand Hugues Atazogo dit qu'il faut saisir le juge là, vous saisissez le juge à partir de quand et le juge tranche à quand. Donc, je ne souhaiterais pas qu'on aille là, à ce niveau-là. Mais il faut rappeler, je l'ai dit, oui, que les acteurs fassent tout pour être... J'ai entendu parler d'un député, même de la mouvance, qui doit peut-être 36 millions, on lui a fait un redressement, il a payé 6 millions, il négocie à payer les 30 millions, donc il ne sait pas s'il sera candidat. Ça, j'apprécie. Ce qui veut dire que ceux de l'opposition aussi doivent pouvoir comprendre qu'il faut faire. Dès lors que vous savez que vous devez gagner les élections, depuis 2 ans, 3 ans, il fallait commencer par faire le... Je connais un acteur politique de l'opposition à qui le frère a demandé expressément de fermer tout ce qu'il a comme entreprise depuis 2 ou 3 ans. Il a tout fermé pour ne pas se retrouver dans une situation où on va lui dire qu'il doit de l'argent à l'État. Il a réglé les comptes. Est-ce qu'il a réglé les impayés? Oui, il a réglé les impayés. Il a fermé les entreprises pour dire maintenant, je ne suis plus dedans. Donc, il fallait prendre cette disposition-là depuis
Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y a des gens qui ont peut-être acheté des domaines peut-être à Ouessé et qui ont déjà oublié qu'ils doivent payer même pour les parcelles non bâties. Ah oui, ah oui. Peut-être beaucoup sont dans cette ignorance-là. Aujourd'hui, quand on va leur sortir leur ardoise fiscale, ils vont commencer à crier. Non, 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 hein, il faut que chacun soit en règle. Nous allons vous défendre quand vous aurez tout payé, vous n'aurez pas votre quitus fiscal, on va vous défendre. Mais si vous ne payez pas tout là, ne comptez sur personne. Et comme je l'ai dit, ceux qui sont exploitables vont prendre quelques prébendes chez vous pour dire n'importe quoi. Force à la loi. Merci Roland Tonneikes, merci Hugues Hector Zogo.